Est-ce que tu as déjà écouté les histoires de ton grand-père? J'ai toujours été fasciné par les souvenirs d'il y a quelques dizaines d'années et ceux de mes grands-parents Val-le-Détour. Mon grand-père me disait toujours qu'il y avait un grand bois au sud de Cambrai où il adorait se rendre avec les copains. Et ma grand-mère m'y racontait qu'on allait y cueillir du tilleul. Ils m'ont aussi raconté qu'un grand monument à la mémoire des anciens était posé, au cœur du bois, sur une plaine entre deux colonnes d'arbres creux. Et vous savez, moi, je suis curieux. Et j'ai bien grandi. Moi, je pensais voir le bois de la fenêtre du grenier. Mais il faut encore prendre un peu plus de hauteur pour apercevoir, au loin, ce petit bout de forêt sur une colline. Le bois de Bourlon. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, la première sur un village. Et comme village, j'ai choisi Bourlon. Bourlon, son bois, son petit bourg. Vous allez voir, c'est un village qui ne manque pas de surprises et qui a quand même un sacré vécu. Mais là, pour commencer, peut-être essayer de descendre de là quand même. Il y a plein de ronces partout. C'est déjà l'aventure au bout de la rue. Regardez-moi ça. Et regardez-moi ça, on a une très belle vue sur les alentours. Sur cette ancienne voie ferrée. Je vais essayer de descendre et je vais vous expliquer. Hop. On est donc là sur une ancienne voie ferrée. C'est notre premier édifice du jour, regardez-moi ça. Un ancien pont de la voie ferrée qui allait de Marquion jusqu'à Cambrai. Et je tenais à commencer ici pour avoir un très beau point de vue, pour vous montrer qu'il y a des édifices partout. Mais bon, c'est pas le tout, mais on va quand même aller chercher la moto parce que je suis venu à moto. Et on va aller rouler, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va avec le famoso CB500. Direction par là. Situé sur la longue voie romaine entre Arras et Cambrai, Bourlon, c'est ce petit village paisible de 1100 habitants où tout le monde passe à côté et personne ne s'y arrête. Et il y a aussi des petites routes sympathiques comme cette petite route de l'Éperon très chouette jusqu'au centre-bourg. C'est ça qui est rigolo avec Bourlon, c'est que c'est vraiment le village entre deux grands axes, à la fois Cambrai-Bapaume et Cambrai-Arras. Derrière, du coup, on se retrouve à regarder jusqu'à Cambrai-Bapaume et un peu vers Arras par là. Là, on arrive à aller jusqu'à Douai. L'éperon de fou, quoi. Le premier lieu qui frappe quand on découvre Bourlon, c'est évidemment son bois, visible depuis Arras et au-delà, et repérable aujourd'hui grâce à son antenne. Situé sur une crête qui descend vers la plaine du Cambrésis, il est l'un des derniers espaces boisés de surface de tout le Cambrésis, tous ayant été peu à peu remplacés par des cultures agricoles. Il abrite donc une faune et une flore conséquentes et était connu déjà dès l'époque romaine pour ses sources et ses thermes, comme en attestent des fouilles archéologiques récentes. De nombreuses familles et de nombreux seigneurs s'installèrent à Bourlon, dont on trouve encore quelques vestiges de châteaux, comme la porte du lieu-dit Château Rouge, qui est donc rouge, ainsi que l'ancien mur d'enceinte du château des Deux Franqueville. Impressionnant. Et bien évidemment, si je vous amène dans ce petit village qui pour vous est dénué d'intérêt, il le sera beaucoup moins dans quelques secondes. Comme vous l'avez vu, Bourlon est sur une crête et Bourlon a donc été l'objet de maints et maints conflits, notamment celui de la Première Guerre mondiale. Regardez-moi ça. On arrive au mémorial de Bourlon. Le bois de Bourlon, situé sur la ligne de crête à l'ouest de Cambrai, était une position stratégique importante pour la ligne Hindenburg, non loin du canal du Nord, de l'Escaut canalisé et contrôlant la route Cambrai-Bapaume. Si cette crête était prise, elle permettrait de menacer l'arrière allemand vers le nord, Cambrai étant un point clé pour le ravitaillement allemand. Bourlon aurait été le théâtre de deux énormes moments dans la Première Guerre mondiale. En 1917, vers le mois de novembre et le mois de décembre, d'abord sur la bataille de Cambrai, et ensuite en 1918 pour l'offensive des 100 jours. Ici s'est déroulé l'épicentre de la bataille de Cambrai entre novembre et décembre 1917, qui a été ce qu'on appelle plus communément la bataille des chars, parce que c'est là où les Alliés auront utilisé pour la première fois en masse les chars Mark IV. Comment résumer aussi rapidement une bataille qui aura changé le cours de la guerre en passant proche d'un succès inespéré, se transformant peu à peu en un véritable échec?
Du 20 novembre au 4 décembre 1917, cette bataille méconnue appartient aux offensives dites inutiles du front de l'Ouest, car tous les efforts britanniques auront mené, avec l'utilisation massive des chars Mark IV, à terme, à d'impressionnantes méthodes de contre-attaque allemande pour rétablir le front tel qu'il était 15 jours après le début de la bataille. Début 1916, les chars créèrent la surprise en étant utilisés lors de la bataille de la Somme. Juste après l'effet de surprise généré, les Mark I auront été de faible utilité. Peu fiables, lents et très vulnérables face à l'artillerie ennemie, ils auront connu leurs plus désastres assauts, à Arras et Passchendaele d'abord, mais surtout au chemin des Dames, ayant conduit à la perte de plus de 190 000 hommes et près de 60 chars côté français, ainsi que 163 000 hommes côté allemand. L'objectif de la bataille de Cambrai est simple, briser le front allemand, encercler et capturer Cambrai, après avoir réussi une percée frontale de la mythique ligne Hindenburg, réputée infranchissable et montrant l'enlisement des forces en présence dans une guerre de position. Et pour cela, le général Byng et le maréchal Douglas Haig ont une idée. Utiliser massivement les tanks anglais, les Mark IV. Le but final est de rallier Cambrai, l'un des principaux centres ferroviaires et de garnison allemands sur le front ouest, et elle est entourée de vastes étendues crayeuses, favorables au déplacement des chars. 20 novembre, 6h20, château d'Avrincourt. L'attaque est lancée sur un front large de 10 km. Le Tank Corps engage 476 machines, dont 350 armées. Le bombardement qui accompagne l'attaque a été très bien minuté et prend les Allemands par surprise. Précédés d'un véritable rideau d'explosions, les chars progressent très rapidement et atteignent les tranchées adverses. Pour la première fois depuis sa création, la ligne Hindenburg est percée en profondeur. La surprise et la terreur provoquées par les tanks déclenchent le repli de plusieurs unités allemandes, alors que les Britanniques font près de 8000 prisonniers au cours de la première journée d'offensive. La progression est la plus rapide observée parmi toutes les attaques menées depuis 1914, et au soir du 20 novembre, les avant-gardes britanniques ont avancé de 9 km et sont à 6 km de Cambrai. Mais c'est là qu'interviennent les premiers déboires. En provoquant sous son poids l'effondrement du Mont de Manière, un char britannique compromet le mouvement de la cavalerie. Plus fondamentalement, la montée des renforts s'effectue trop lentement, sur des routes trop engorgées. Il faudra 15 heures pour parcourir les derniers 5 km jusqu'au front. Et c'est là que Bourlon prend son envol. Les positions allemandes sur les hauteurs de Flesquières et de Bourlon résistent. Ils se heurtent à une défense farouche des Allemands qui ont installé 6 batteries d'artillerie de campagne. Flesquières ne tombera que le lendemain. Les Allemands menacent les troupes les plus avancées à partir des hauteurs du bois. Les Britanniques s'y attaquent le 23 novembre, au moment même où les cloches sonnent en Grande-Bretagne, pour marquer ce qui semble être alors une victoire miraculeuse. Soumis à d'intenses tirs d'artillerie, quelques chars et une brigade galloise parviennent à s'implanter dans une partie du bois de Bourlon, mais se retrouvent isolés. Et c'est là que la contre-attaque se met en place. Le général en chef Ludendorff, en charge des opérations, regroupe une vingtaine de divisions et donne le signal de la reconquête, le 30 novembre au matin. Le succès est immédiat et dévastateur. Appuyés par un barrage d'obus à gaz, les Allemands progressent de plus de 5 km en 2 heures et menacent un instant d'encercler plusieurs divisions britanniques, isolées dans un saillant du front. Les assaillants utilisent de nouvelles méthodes de combat, fondées sur l'infiltration dans les lignes adverses par de petits groupes de combattants surarmés et très bien entraînés. Le 3 décembre, après la contre-attaque, les troupes britanniques se replient au-delà de leur ligne de départ, à l'exception du secteur Avrincourt, Flesquières, Ribécourt. Sur les 476 tanks, une centaine sont détruits ou immobilisés. Lorsque les combats prennent fin, le 4 décembre, ce qui était à l'origine un succès inespéré des Britanniques a tourné à l'échec complet. Tout le terrain, initialement gagné, a été abandonné. La bataille de Cambrai aurait été malgré tout le théâtre de pertes immenses, près de 45 000 hommes dans chaque camp. L'issue de la bataille se révélera être une impasse, montrant que les blindés seuls ne font pas le poids face à l'ennemi, mais qu'ils pouvaient facilement percer la ligne Hindenburg. La bataille apporta la preuve que les tranchées les mieux défendues ne pouvaient résister à une attaque massive des chars d'assaut. Sur la bataille de Cambrai, il y aurait eu environ 400 tanks d'utilisés, dont 100 détruits. Et aujourd'hui dans le monde, il n'en reste que 6 qui sont intacts. Ce serait quand même pas mal d'en avoir un dans le coin. Hein. Chut. Ça vous dit de voir un vrai tank de la Première Guerre mondiale ?
Les amis, je vous retrouve aujourd'hui à Fléquières dans un des sites qui m'a le plus impressionné parce que c'est aussi l'un des plus récents de la Première Guerre mondiale. C'est le Monument des Nations. Là, vous avez derrière moi les drapeaux du Monument des Nations et nous sommes directement au cœur du champ de bataille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site est un site assez petit, assez peu connu et qui met pourtant l'accent sur un des temps forts de la guerre, à savoir l'utilisation ici des chars. Vous avez directement ici des empreintes de chenilles qui vont vers Cambrai. Alors là, on ne verra pas Cambrai ici à part si j'arrive à faire un plan au drone. Et ce monument, il est plutôt bien fait et assez graphique parce que justement, il représente un Union Jack où chacune des branches de l'Union Jack va vers un des hauts lieux de la bataille. Donc on a Cambrai, Douai, Péronne, etc., etc. C'est ici à Fléquières qu'on a retrouvé Deborah. Et Deborah, c'est le nom d'un Mark IV, un tank anglais qui a été utilisé pendant la bataille de Cambrai. Je vous y emmène ? Regardez-moi ça comme c'est fou. Voilà un Mark IV, les amis. Nous sommes au cœur du centre d'interprétation de la bataille de Cambrai. Ce char qui est au centre de tout le musée est un Mark IV, le Deborah 51, l'un des 476 chars engagés lors de la bataille de Cambrai. Il aura été anéanti le premier jour de la bataille, le 20 novembre 1917. Il est l'un des 4 derniers Mark IV au monde à être encore visible et debout, et le seul en France. Une histoire complètement folle s'est déroulée à Fléquières pour retrouver ce char, qui aura été enterré sous 3 mètres de terre pendant près de 80 ans, avant sa découverte par une équipe d'archéologues et de passionnés, ici même, à Fléquières. Découvert entièrement le 20 novembre 1998, soit 81 ans après la bataille de Cambrai, il est la mémoire de la bataille, l'un des derniers vestiges de ce conflit tragique. En vous rendant sur place, vous pourrez mieux comprendre comment cette bataille a changé le cours de la guerre et par conséquent, le cours de l'histoire. À 2 pas du centre, rendez hommage à une partie de l'équipage de Deborah 51. George Foote, William Galway, Joseph Cheverton et Frederick William Tipping, 4 membres d'équipage du Deborah tombés le 20 novembre. Et si vous faites le tour du mur du château de Fléquières, situé derrière le centre, vous pourrez trouver l'un des derniers postes d'observation allemands encore debout de la ligne Hindenburg, qui gît depuis plus de 100 ans sur les remparts de la ville. On aurait presque oublié le bois de Bourlon dans cette histoire, et si on s'enfonçait peu à peu dans les bois. Ici, le 27 septembre 1918, 3 divisions canadiennes traversent la tranchée du canal du Nord, alors inachevée, dans les secteurs de Meuvre et d'Inchy en Artois, juste au-dessus de Bourlon. Des affrontements parfois au corps à corps permettront de reprendre les villages de Marquion, de Fontaine-Notre-Dame et de Bourlon, où sera édifié sur la colline du Bourlon-Wood le monument canadien qui est juste derrière moi et qu'on pourra aller voir juste après. Ce site commémore les prises de Cambrai, Denain, Valenciennes et l'action remenant vers Mons. C'est juste après le site de Vimy celui qui présente le plus d'importance pour les ressortissants canadiens. Comme je vous le disais, s'emparer de ces hauteurs était une condition indispensable pour avancer et pour permettre la victoire alliée. Après avoir libéré les villages aux alentours de Bourlon, ce sera au tour de Cambrai d'être libéré et ce sera fait le 9 octobre 1918. Au mois de septembre et au mois d'octobre, le corps canadien est un des acteurs essentiels de cette offensive qui trouve son aboutissement à Mons, aux premières heures du 11 novembre, où s'achève la Première Guerre mondiale avec l'armistice à 11 h. Au total, ce seront près de 20 000 Canadiens qui seront tués, dont 9 000 uniquement sur la route entre Cambrai et Arras. C'était le prix à payer pour arracher environ 300 km² de terrain à une résistance allemande plus que farouche. C'est en se promenant dans le bois que l'on peut découvrir quelques vestiges des 2 guerres. Regardez cette drôle d'allée en pierre qui est juste ici. On est en plein cœur du bois de Bourlon. J'avais voulu visiter un petit peu parce qu'il avait dit sur les cartes qu'il y avait un blocos qui traînait, mais je ne l'ai pas trouvé. Le bois est assez grand, on peut s'y perdre assez facilement parce qu'il n'y a pas de plan. Il y a plein de petits chemins partout et je me demande comment est-ce qu'ils arrivent à se repérer là-dedans, que ce soit les Allemands ou les Canadiens. Ça devait être terrible à l'intérieur de ce bois. Et très certainement, ce sont des tanks qui sont encore enterrés et qui attendent d'être découverts. Ah oui, d'accord, ok. Là, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a une sorte de trou ici. C'est un trou d'obus. On va regarder encore un. Juste là. La nature a repris ses droits, évidemment. Faut pas oublier qu'il y a eu la guerre ici. Faut pas oublier qu'il y a eu la guerre. Mais c'est vraiment un lieu à découvrir si vous habitez dans le nord de la France et que vous voulez découvrir un monument canadien qui n'est pas très connu. On y trouve également
le petit cimetière britannique de Bourlon-Wood, niché à l'orée du bois, mais aussi plusieurs stèles de soldats tombés au combat et que l'on honore. J'en ai retrouvé 2. Au cœur du bois, la stèle du lieutenant Windeler, toujours fleurie par sa famille. Et à proximité, entre Fontaine-Notre-Dame et Bourlon, celle du soldat Fletcher Harley. Il en a encore 2 autres que je n'ai pas pu trouver, celle d'Olivier Bowen et de Graham Lyell. De tout temps, ce bois aura été le théâtre d'affrontements. Et c'est uniquement en temps de paix que l'on peut se rendre compte de tout ce qui a pu se passer entre les arbres de cet éperon forestier. En se perdant dans le bois, on pourrait se retrouver nez à nez avec des trésors. Sachez que le front de la bataille de Cambrai recèle encore de nombreux secrets, et il n'est pas rare de suivre la ligne Hindenburg pour trouver quelques vestiges qui remontent, chaque année, jusqu'à nous. Alors imaginez ce que l'on peut retrouver au fil des années sur ce front de guerre. Mais il se fait tard et il est temps de rentrer pour laisser ceux tomber ici, reposer en paix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. Ça a été un très long travail de faire cette vidéo, de vous la proposer. J'ai essayé de changer un petit peu le format de Trésor en Or pour vous proposer quelque chose d'encore plus interactif avec beaucoup de lieux. Et n'hésitez vraiment pas à vous rendre sur la crête de Bourlon, à visiter son bois et également à visiter le mémorial de Fléquières. Tous les liens pour voir les lieux sont dans la description, n'hésitez pas à vous y rendre. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à donner un commentaire, à partager cette vidéo. Merci également aux tipeurs d'avoir financé cette vidéo, c'est un petit peu grâce à vous que j'ai réussi à faire cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee, le lien est dans la description également. D'autres trésors dorment encore et il me tarde de vous les faire découvrir et j'espère qu'on continuera ensemble à découvrir les Hauts-de-France. C'était Valoutre, bisous. Ciao!